la dernière séquence de ce panorama sur la fiscalité du patrimoine. Diane Bertheuil-Desfos, vous avez la parole, chère madame. Alors, la fin d'année a été marquée par la décision du Conseil constitutionnel. On a commencé par une censure, une surtaxation et une modification des cessions à titre onéreux temporaire d'usufruit. Alors, il faut bien distinguer dans la loi de finances deux choses. On a l'article 15 qui visait trois choses. D'abord, on avait un nouveau régime dérogatoire pour les seuls terrains à bâtir, avec la suppression du délai de détention et l'imposition à l'IR au taux progressif des terrains à bâtir, mais que pour 2014. On avait deuxièmement l'instauration d'un abattement de 20% pour les plus-values immobilières de biens autres que les terrains à bâtir pour l'année 2013. Et on avait la résurgence de l'exonération des plus-values pour les cessions à des bailleurs sociaux. Tout ceci a été purement et simplement modifié, n'existe plus, donc on l'oublie. La loi rectificative pour 2012 prévoyait également l'instauration d'une taxe spécifique pour toutes les plus-values supérieures à 50 000 € et ne s'appliquait pas aux terrains à bâtir. Et là, le Conseil est arrivé. Voilà, il a pris une décision en disant que quand on arrivait à un taux marginal d'imposition avoisinant les 82% quand on cumulait toutes les impositions s'agissant des taux des terrains à bâtir, cela constituait une rupture de l'égalité devant les charges publiques et que c'était contraire à la Constitution. Donc en fait, aujourd'hui, on a deux choses. On a juste une nouvelle taxe pour les plus-values immobilières supérieures à 50 000 € et on a une modification des règles de taxation des cessions temporaires d'usufruit qui autrefois étaient taxées sous le régime des plus-values et qui maintenant sont taxées sous un régime de revenus. Alors, la surtaxation. La surtaxation, elle s'applique donc, elle est prévue par l'article 1609 du CGI. Elle s'applique donc pour les plus-values immobilières. Et il va falloir qu'on attende quelques petits commentaires de l'administration, puisque l'article 1609 dit que cette plus-value se calcule suivant les termes des articles 150V à 150VD du Code général des impôts. Et à un moment, il y a une référence dans le texte à l'abattement de 20%. Sauf que l'abattement de 20% ayant été déclaré inconstitutionnel, on suppose qu'il est également inconstitutionnel et qu'il ne s'applique pas à cette surtaxation. Oui, mais d'expérience, vaut mieux avoir la clarification. Voilà. L'entrée en vigueur de cette nouvelle taxation, c'est au 1er janvier 2013, sauf pour les cessions pour lesquelles il existe une promesse de vente ayant date certaine au 7 décembre. Elle concerne alors toutes les personnes physiques, sociétés ou groupements fiscalement domiciliés en France et soumis à l'IR dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou toutes les personnes et sociétés non fiscalement domiciliées en France, mais assujetties à l'IR et soumises au prélèvement prévu par l'article 244 bis du CGI. La taxe est due quand? La surtaxation lors de la publication de l'acte, lors de l'enregistrement. Le calcul donc s'effectue suivant les règles déterminées par l'article 150V et suivant. Ça s'applique à tout, sauf normalement les terrains à bâtir, puisque c'était la grande exclusion. Et ça ne touche pas les sections exonérées, c'est-à-dire les résidences principales ou les biens détenus depuis plus de 30 ans. Donc si on dégage une plus-value mais qu'elle est exonérée, on n'a pas cette surtaxation. L'assiette, ce sont les articles effectivement voilà, que vous évoquiez déjà à plusieurs reprises. Voilà. Alors, le tableau. Le tableau, je vous l'ai indiqué, vous voyez que le montant de la taxe, il est progressif. Et on a un savant calcul qui reproduit des textes de l'administration fiscale. On voit qu'il y a des décotes qui sont faites pour éviter les effets de seuil. Et je vous montre un exemple juste après. J'imagine un redevable qui réalise une plus-value après abattement pour durée de détention de 55 000 €. L'impôt qu'il devra au titre de la plus-value normale forfaitaire sera de 18 975 €, donc mes 55 000 € imposés à 34,50%. On rappelle que ça peut rentrer également le montant de cette plus-value dans le revenu fiscal de référence et que donc la contribution sur les revenus, elle peut aussi également être due. Et au titre de la fameuse taxe additionnelle dont je viens de parler, on aura 850 €. J'ai appliqué ici le calcul qu'on avait vu tout à l'heure sur le tableau. Donc ça, c'était la première surtaxe. La deuxième chose qui a été modifiée, c'est donc
la fin de ce qu'on appelait les schémas d'optimisation fiscale avec la cession à titre onéreux temporaire, enfin d'usufruit temporaire. Alors, ça rentre en vigueur au 14 novembre. Alors, il faut voir quel était le montage visé par le législateur et se reporter à l'exemple qui est donné dans le projet de loi de finances. Le législateur dit, imaginons un contribuable détenteur d'un patrimoine productif de revenus. Donc on pense à un ensemble immobilier. Il peut soit continuer à le donner en location et être imposé à ce titre à l'imposition sur le revenu, ou il pourrait éventuellement faire une cession temporaire de l'usufruit de ce patrimoine à une société qu'il contrôle et qui serait soumise à l'IS. Moralité, dans cette hypothèse, le contribuable cédant a un produit de cession qui peut être plus ou moins exonéré puisqu'il est assujetti aux plus-values, du moins il bénéficie des tarifs, des avantages liés à la fiscalité sur les plus-values. Et l'entreprise cessionnaire, elle va amortir, s'endetter pour acheter l'usufruit temporaire, ce qui va aussi amenuer l'impôt. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'ont été prises les mesures relatives à la fin de ces cessions temporaires. Donc, maintenant, quand on fera une cession temporaire à titre onéreux temporaire d'usufruit, le produit de la cession sera imposé comme le revenu sous-jacent. Donc, au titre des revenus fonciers, si je cède un immeuble, au titre des revenus de capitaux immobiliers, si je cède un portefeuille de valeurs mobilières, et au BNC dans tous les autres cas. Il y a des exclusions, donc sont toujours exclues les cessions d'usufruit viager. Les donations d'usufruit temporaire, elles sont toujours possibles, ainsi que les cessions d'usufruit locatif dans un cadre social tel que c'est prévu par l'article du Code de la construction. Pour les échanges et les apports, on peut se poser la question puisque le texte de loi parle de produit. Or, il parle de taxer le produit. Or, si je fais un apport à la société, je n'ai pas un produit qui est taxable. En revanche, et pour un échange non plus. Donc, ça semblerait ne pas correspondre à l'économie du contrat. Donc, a priori, échange et cession et apport à la société sont exclus, a priori. Qui cela concerne-t-il? Quelles sont les parties, peut-être? Alors, c'est aussi la première cession d'un usufruit temporaire. Donc, si j'ai cédé mon usufruit temporaire à une société et qu'elle le recède, on n'est plus soumis à la même législation et on continue à être soumis au régime des plus-values immobilières. D'accord. Alors, les parties, c'est une cédant personne physique ou groupement qui relève des articles 8 à 8 du CJ. Ce n'est pas une société assujettie à l'IS. Le cessionnaire, contrairement à l'exemple que j'ai pu vous donner tout à l'heure, où on visait le cédant qui était titulaire de parts dans la société à laquelle il cédait, c'est plus le cas, c'est n'importe quel cessionnaire. Et on s'interroge aujourd'hui pour savoir si le démembrement initiaux ne serait pas également concerné par ce type de schéma. C'est-à-dire que je vends mon bien, mes acquéreurs opèrent un démembrement, une société achète la nue propriété et une autre société achète l'usufruit temporaire. On peut se poser la question de savoir si on est soumis à ce type de modification de taxation. Il va falloir attendre les commentaires de l'administration. Là aussi, il faudra des clarifications. Alors, voilà. Parlez-nous un peu d'ISF maintenant, ma chère Diane. Alors, ça nous inspire toujours, ce sujet. L'ISF. Donc, pour rappel, toilettage, alors on sait que le seuil d'assujettissement, c'est 1 300 000 €. Modification, le seuil de la déclaration spécifique a été abaissé à 2 570 000 €. On indique maintenant la valeur brute du patrimoine et non plus que la valeur nette. Tout ceci pour permettre un meilleur contrôle de l'administration. Et il y a la suppression de la réduction de 300 €. Il y a un maintien de la décote entre 1,3 million et 1,4 million. Tout ça, c'est sans grande incidence. Les incidences, alors, le taux, c'est un barème progressif comme on avait en 2011, par tranche, sauf qu'on remarque que la dernière tranche, en 2011, dans la dernière tranche, on était à 1,80, là on est passé à 1,50.
Et on voit très bien, l'analyse de ce tableau vous montre les 3e et les 4e tranches. Dans la 3e tranche, le barème ISF 2013 est plus faible que celui de 2011, puisqu'en 2013, il est à 11 390 € alors qu'il était à 12 250 en 2011. Et quand on est dans la 4e tranche, il est beaucoup plus élevé, puisque vous voyez qu'on est à 35 690 contre 26 000. Alors, les modifications essentielles, c'est l'assiette et le plafonnement. Sur l'assiette, la première chose, c'est sur le passif déductible. On ne peut plus imputer sur la valeur des biens taxables des dettes qui sont contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt d'un bien qui n'est pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF ou qui est exonéré d'ISF. Exemple, des parents font un prêt pour acheter une résidence, locative qu'ils donnent après à leur enfant en donation temporaire d'usufruit. Le redevable de l'ISF, c'est l'enfant usufruitier. La dette corrélative qui a été contractée par les parents du propriétaire n'est plus déductible. Idem pour les biens grevés d'un droit d'usage et d'habitation. Le redevable, c'est le titulaire du droit viager, donc le parent, par exemple, à la suite d'une succession. Si les enfants font un prêt pour faire des travaux pour le conjoint survivant, la dette n'est plus déductible. On parle également, ce qui peut beaucoup concerner nos clients, ce sont les droits de succession dus par le propriétaire et dont le paiement est différé. Comme le bien est taxable dans le patrimoine de l'usufruitier, les droits de succession ne sont plus déductibles dans le patrimoine du nu propriétaire. Pour les biens qui sont exonérés ou partiellement imposables, exemple, prêt pour l'achat des bois et forêts, ils sont exonérés pour les 3/4, donc le prêt sous-jacent, on peut le déduire que pour 1/4. Et les biens ruraux qui sont loués par bail rural à long terme, eh bien, sa proportion de la valeur imposable. Enfin, il faut faire attention pour... S'agissant de la résidence principale, on a pu lire diverses choses sur le prêt relatif à l'acquisition de la résidence principale. La résidence principale, elle bénéficie d'un abattement de 30%. Donc le prêt sous-jacent est entièrement déductible. Ce n'est pas un bien qui est hors assiette ISF. Alors, en conséquence, il faut informer nos clients quand ils vont faire des démembrements de propriété. Là aussi, oui, il faut d'autant plus anticiper, enfin faire du réglage fin, effectivement, au moment de tous ces montages. Oui, parlons des biens professionnels. Alors, les biens professionnels, c'est facile. Beaucoup de craintes, mais finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, la définition du bien n'a pas changé. Donc, la manœuvre de l'administration pour contrôler mieux ces biens est restée vaine pour l'instant. Ensuite, sur le plafonnement. Oui. Donc, le plafonnement, ça, c'est assez intéressant. On dit que le total qui est représenté par l'ISF dû au titre de l'année d'imposition et l'imposition au titre de l'IR de l'année précédente ne peut pas être supérieur à 75% des revenus du contribuable de l'année N-1. Donc, on y ajoute les prélèvements sociaux, pas tout ce qui est taxes foncières et taxes d'habitation. Et dans les revenus du contribuable, il y a donc les revenus, on a rajouté mondiaux nets de frais professionnels après déduction des déficits autorisés par l'article 156 du Code général des impôts, les revenus exonérés d'imposition sur le revenu et les produits soumis à prélèvement libératoire. Et le projet de loi de finances prévoyait l'intégration des intérêts et produits capitalisés, des bénéfices distribuables et non pas distribués des sociétés familiales et des plus-values ou gains ayant fait l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition, et ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Encore changement fin décembre, à la fin du cycle, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour optimiser alors? Qu'est-ce qui reste? La même chose qu'avant. La même chose qu'avant, sauf qu'on peut se dire que peut-être... tout ça pour ça, en fait. Oui, tout ça pour ça, sauf qu'on peut se dire que peut-être que la situation est moins pire parce que le taux marginal a été baissé. Les revenus, il n'y a pas de plafonnement du plafonnement, donc l'ISF sera peut-être moins pire que ce qu'on avait imaginé. Voilà. On finit sur une note positive, avec toujours eu la possibilité, parce que ça c'était quelque chose d'important pour toute la communauté des entrepreneurs, les possibilités de souscription au capital des PME, ça demeure. Voilà, oui, toujours, comme étant un bon levier. Comme avant. Voilà. D'accord. Et les conditions ont été assouplies. Merci, chère Diane. Merci à vous aussi, Vital, parce qu'à chaque fois, c'est un exercice pas évident que de nous faire ce panorama.